Franchement, j'en avais envie, mais j'étais encore beaucoup dans ce truc, non, serre les dents, il faut pas que tu les déçoives encore plus. Si j'avais pris cette décision de, allez, j'envoie tout chier, je sais pas, je fais quelques mois comme ça, sans rien, je réfléchis. Pour moi, c'était comme si, ouais, j'allais achever mes parents, quoi, tu vois. Hola tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mot pour Mot, le 14e de cette première année. Aujourd'hui, je reçois une connaissance, ça me fait penser un peu à l'épisode avec Alain, j'ai l'impression de repartir 10 ans en arrière et on va pouvoir se reparler, Émilie, parce que ça fait très longtemps que on s'est pas vraiment posé et discuté de nos vies comme ça, même si on s'est revus quand je suis rentré sur Toulouse. Je reçois donc Émilie aujourd'hui, salut Émilie. Salut. Alors, Émilie, bon, pour recontextualiser un peu tout ça, on a travaillé ensemble il y a très longtemps, Il y et a puis 10 mais ans. ensuite, il y a 10 ans, et on s'est perdu de vue pendant 10 ans. Voilà. Voilà. En gros, c'est ça. On a repris contact il y a quelques mois déjà, et même il y a un an, on va dire, quand je suis rentré ici. Je voulais que tu participes à Mot pour Mot. Ça a pris du temps, mais tu as Beaucoup fini de par. temps. Émilie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, du coup, pour les auditeurs, s'il te plaît? Alors, donc je m'appelle Émilie Sinlivong, j'ai 29 ans. Actuellement, je travaille à l'Oncopole, du côté recherche. Voilà, j'habite Toulouse Centre et un petit village qui est pas loin dans la banlieue à Venerque. Ok. Et voilà. Bah, c'est déjà très bien, hein. On situe où est-ce que tu es, qui tu es, quel âge et dans quoi tu travailles. C'est déjà pas Voilà. mal. Et on va dérouler tout ce parcours. Un épisode où on va démarrer de ton enfance et puis on va arriver jusqu'à 2025 et ta vie a été bien chamboulée. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées entre toutes ces années. Est-ce que tu peux, Émilie, du coup, recontextualiser ou démarrer un petit peu ton récit sur tes premières années de vie et de ce que tu te rappelles de toute cette enfance et ton cadre familial? Alors, je suis née dans une famille où mes 2 parents sont, laotiens, nés, au Laos quoi, Mmh. mais qui sont en France depuis, 1975 je crois, comme réfugiés politiques donc par rapport à la guerre. Mes parents ne sont pas arrivés ensemble en France. Ils OK. se sont rencontrés ici en France, ils ont créé une famille ici. Mais on va dire que toute la population laotienne s'est installée ici et a gardé une certaine communauté active, on va dire. Donc voilà. Donc je suis née de 2 parents laotiens avec une culture laotienne, une religion taoïste. Tu peux nous Je expliquer ce que c'est la religion taoïste? Alors, la religion taoïste, on va dire que ça se rapproche du bouddhisme, et puis c'est très axé sur les ancêtres, la nature. Voilà, beaucoup de cérémonies, ça va être des cérémonies pour faire comme des sortes de baptêmes, Mmh. pour vulgariser le terme, cérémonie mariage et cetera, tout ce qui est un peu classique, mais aussi, des, cérémonies dites de guérison. Voilà, dans le taoïsme, les mots d'un être à part entière sont forcément liés à des actes ou des situations, des choses de De la l'entourage, de l'environnement, un D'accord. peu des histoires d'énergie. En gros, tu fais OK. du bien, t'as du bien, tu fais du mal, t'as du mal. Et puis, si t'es malade, c'est que quelque part, soit t'as fait du mal quelque part, ou c'est un de tes ancêtres ou quoi que ce soit qui est pas bien et il veut faire passer un message parce qu'il s'est passé telle chose. Enfin, c'est très compliqué, mais je détaillerai ça un peu plus tard, je pense, C'est une dans le sorte podcast. de karma, un petit peu, en fait? Oui, on peut dire ça, oui, pour faire OK. clair, pour faire court surtout, ouais. Donc du coup, tu disais que, tu avais, grandi dans cette famille-là, dans cette culture-là. Tu as baigné dans un secteur, familial et pour toi la famille, c'était ultra important. C'est ça. J'ai 2 frères, un qui est plus grand, qui a 7 ans de plus que moi et un plus petit qui a 2 ans de moins que moi. On a grandi dans ce petit village donc qui s'appelle Venerque et à l'époque, quand ils étaient encore, vivants, on vivait avec, donc mes grands-parents paternels, pardon, à la OK. maison. Et donc mon grand-père paternel était le plus grand chaman en fait de mon ethnie qui s'appelle, Mmh. les Yao. Là, il existe d'autres ethnies, qui étaient, nomades dans les montagnes entre la Chine et le Laos. Donc, mon père faisait partie de cette ethnie et mon grand-père était le chaman de cette ethnie-là. Donc quand tout le monde s'est, «déporté» entre guillemets en France, toute la communauté a suivi Mmh. et du coup mon grand-père était le chaman de toute la communauté, ici en France.
Le chaman, pour vulgariser, tu peux l'expliquer? Le prêtre quoi, voilà, c'était lui qu'on appelait pour faire toutes sortes de cérémonies, dont je parlais tout à l'heure. Donc Très bien. voilà, donc encore plus baignée dans cette culture au quotidien vu que, voilà, mes 2 grands-parents étaient à la maison et de par le «statut» entre guillemets de mon grand-père, beaucoup de passages à la maison. Il avait pas le permis, donc il fallait que nous, on l'amène aussi dans les familles pour faire, des cérémonies d'obsèques ou quoi que ce soit. Donc c'était très, tout le temps quoi, tout le temps baigné Mmh. dans cette culture, dans ses origines, voilà. Et toi, du coup, tu petit à petit, l'enfance, tu la vis. Est-ce que tu as des souvenirs de tout ça? Est-ce que, avec le recul, tu sembles l'avoir bien vécu ou est-ce que tu avais des choses qui te dérangeaient à cette époque-là, peut-être? Alors j'aurais aimé être positive, mais c'est vrai que j'ai plutôt des mauvais souvenirs, ouais, de cette enfance-là. Donc dans ce petit village, on était, je crois, 2 familles asiatiques, donc on était, connus, on va dire. Tout le monde savait qui on était, puis dès qu'on passait dans les rues, c'était, «Ah c'est les Chinois». Bon déjà même ce terme, c'est vrai que même ça, quand on me disait: «Ouais, la chinoise», je répondais innocemment: «Mais je ne suis pas chinoise» et puis Mmh. on se moquait de moi directement, par exemple, et enfin, c'était déjà le genre de truc qui me mettait mal à l'aise directement. Après, malheureusement, mes souvenirs de l'école, c'est beaucoup de moqueries, Mmh. de par, la forme de mes yeux, de par, des fois, c'était mes grands-parents qui venaient me chercher donc eux, ça se voyait, vraiment que, qu'ils étaient pas nés ici. Ils avaient leur Mmh. façon de s'habiller, ils avaient leur façon de marcher. Mmh. Même, ils ne parlaient pas français donc ils communiquaient avec moi dans notre dialecte et c'est vrai que ça faisait beaucoup rire et moi, je comprenais pas au début. Mmh. J'ai vite compris que c'était des moqueries, mais c'est vrai que, voilà, c'était très compliqué de ce contexte, cette cassure entre le contexte, maison familiale et directement dépasser le portail de l'école, c'était très difficile. Oui, c'était un choc des cultures, en fait, hein, pour toi. Il y Ouais, avait cette culture, innée et naturelle, de chez toi, dans le cadre familial et quand tu arrivais à l'école ou autre, forcément, c'était une culture qui était différente et c'est ça et et puis il y ça avait beaucoup de devenait choses, qui étaient différents avec mes copains, mes copines. Bon, j'en avais, mmh, hein, forcément, mmh, mais c'est vrai que même eux qui étaient censés enfin, je pense que je dis ça aujourd'hui en étant adulte, mais quand on est enfant, voilà, c'est les copains, c'est les copines, mais bon, ils se moquent, tout autant que les autres et c'est vrai que c'était, tu te sens vite seul, quoi. Puis, c'est des trucs, tu vois, limite à la cantine, quand il y avait du riz à manger, j'en prenais plein la gueule, mmh. ou quand il y avait des journées où ils nous mettaient des nems ou quoi, c'était des blagues à la con, quoi. Enfin, c'était, Et ce genre de d'actes-là et de discours, est-ce qu'au début, j'allais te dire, est-ce que tu l'as vu évoluer, en toi, on va dire? Peut-être au début, tu t'y es habitué et en fait après ça t'a énervé ou dès le départ en fait tu t'es dit que c'était inacceptable? dès le départ, je l'ai très mal pris parce que en plus, je suis quelqu'un de très, sensible, je me vexe Vite? facilement. Ouais. Donc forcément, avec mon caractère, ça n'allait pas du tout. Et en plus, c'était encore plus dur pour moi parce que, bon, quand je rentre à la maison, forcément, ma mère, elle me voyait en pleurs en rentrant de l'école. Elle me demandait forcément ce qui se passait, pourquoi je pleurais. Donc, je lui racontais les moqueries, tout ce qu'on m'avait dit. Et en gros, c'était, on va dire que la mentalité, cas de ma famille, c'était, ne réponds pas, reste humble, reste discrète, fais comme s'il n'avait rien dit et surtout ne te fais pas remarquer, quoi. Donc, Mmh. c'était compliqué de leur dire, en fait, je suis remarquée, mais malgré moi. C'est pas comme si j'étais une enfant difficile. Même au contraire, j'avais plutôt des facilités au niveau scolaire et tout. Je faisais pas de bêtises. Enfin, je restais très droite. Voilà. Ça a toujours été une phrase que j'ai toujours aimée. C'est moins on me voit et mieux je me porte. Et c'est vrai OK. que malgré moi, en fait, on me voyait. Malgré moi, on essayait de me mettre la lumière dessus, mais d'une mauvaise façon. Et c'était très difficile. Et à la maison, quand j'en parlais, on me disait de me taire. Et en fait, voilà, je pense que j'ai une colère qui est née très, très vite, D'accord. par rapport à ça et qui s'est développée et qui a continué à se développer même jusqu'à aujourd'hui, voilà. Oui, donc ça t'a touché dès le début de ton enfance. Est-ce que ça Oui. a eu un impact, tu penses, sur, tes résultats, à cette époque-là? Là, on va petit à petit entrer dans le là, tu parlais de l'enfance, mais petit à petit, forcément, tu vas arriver dans le système, scolaire. Est-ce que Mmh. tout ça, ça a eu un impact sur tes résultats? Alors au niveau collège, lycée, ça allait
encore. Et puis, ça va être peut-être bizarre ce que je vais dire, mais niveau scolaire, il y avait un peu ce truc de racisme positif où, tu vois, encore une fois, c'est fou, je pense, de dire ça, mais en gros, c'était de toute façon, c'est une Asiate et les Asiates, ils sont forts dans tout et donc elle va y arriver, quoi. Des Donc, du préjugés, ouais. coup, ouais, c'était un préjugé et bon, du coup, forcément, c'était plutôt positif. Ça me poussait un peu à leur montrer, ben ouais, je vais vous montrer que c'est vrai, quoi. Après, je l'ai aussi pris un peu comme une pression. Si, Mmh. en fait, si je suis pas bonne à l'école, ben en fait, ça voudra dire que c'est pas vrai et que je remets en cause mon origine, je remets en cause la fierté de mes parents. Enfin voilà, c'était Mmh. très difficile niveau psychologique de gérer ça, surtout à cet âge-là où Mmh. tu grandis, tu découvres ton corps, tu découvres les gens, tu découvres plein de choses et découvrir ça à cet âge-là, je pense que Mmh. j'aurais pu m'en passer. J'aurais Oui, aimé pouvoir m'en passer en tout cas. oui, et tu te construisais petit à petit, mais bon, à la fois, il y avait pas il y avait une sorte de comparaison aussi parce que tu parlais de l'éducation tout à l'heure et de ce que te disaient tes parents, pas répondre, rester discrète et tout ça. Alors Mm. qu'en toi, on sentait qu'il y avait ou tu sentais déjà qu'il y avait une boule qui était en train de grossir et ça te prenait à cœur. Et qu'est-ce que tu voyais entre ce que toi tu avais comme éducation et ce que tes amis, tes copines ou tes premières rencontres avaient comme éducation? Ça va être plein de choses. Déjà l'histoire de répondre. Par exemple, moi on me disait: «Ne réponds pas», alors que je voyais que les autres répondaient. Ils avaient des façons de parler aux adultes que jamais j'aurais osé, je voyais même dans les relations avec leurs parents ou à l'école, c'était, ils leur faisaient des gros bisous, des «je t'aime», «à ce soir». Nous, c'était, ouais, ce soir, voilà quoi. Puis nous mais Mmh. pour nous, c'était normal. Enfin, j'ai jamais douté de l'amour de mes parents. Mais Mmh. c'est vrai que ce côté, très affectif et montrer, dire «je t'aime», faire des bisous et tout, nous, c'était pas du tout ça et donc limite, à un moment donné de ma vie, oui, je me suis demandé si mes parents m'aimaient parce qu'ils n'avaient pas ce comportement avec nous, alors que toutes mes copines, elles, leurs parents faisaient comme ça, quoi. Ça peut être des choses comme ça. Après, des petits trucs, au niveau du respect envers, les autres. Moi, on m'a Ouais. toujours dit, peu importe la personne qui est en face de toi, tu respectes et alors que les autres, c'était, non, moi je respecte que si on me respecte, quoi et c'est des choses que je comprenais pas. Et du coup, par rapport au respect, donc toi, les valeurs en fait de ton cercle familial et de ta famille, c'était le respect des aînés, la loyauté, l'honnêteté, c'est ça qu'ils t'ont inculqué. C'est ça. La place de la femme, elle est vraiment centrale et elle doit savoir tout faire sans montrer ses faiblesses. C'est ça. Et oui, puis même voilà, c'est les relations avec les garçons ou quoi que ce soit, c'était impensable de parler à des garçons, d'une certaine façon ou quoi que ce soit, alors que mes copines, elles le faisaient. Puis de toute façon, Mmh. j'avais le droit d'aller nulle part, enfin, ils avaient très peur que mon éducation soit entachée par l'éducation, française. Enfin, ils avaient peur, enfin, ils voyaient un petit peu les jeunes, surtout ils voyaient au niveau de mon grand frère qui avait 7 ans de plus que moi. Ils voyaient l'entourage de mon grand frère, les jeunes adolescentes, comment elles se comportaient, etc. Et donc, du coup, ils faisaient tout pour pas que je sois pareille. Niveau scolaire comme au niveau personnel, c'était, voilà, comme je disais tout à l'heure, ne rien dire, ne pas se faire remarquer, mais en même temps, respecter, être forte, pouvoir apporter tout ce que je pouvais apporter à mon père, à mon futur mari, à la famille. Enfin, vraiment, c'était très carré, quoi. Et puis, toujours tout contrôler. Ouais, tout avoir en main, tout contrôler, tout diriger, toujours être, on va dire, avec des pincettes, tirer, je Irréprochable, sais quoi. pas. Ouais, voilà, Mmh. irréprochable. Et Oui, voilà, et par exemple, les bêtises d'adolescents, pour moi, c'était impensable et je stressais et je me retrouvais dans des situations où, soit je fais pas les bêtises, avec mes potes et du coup, je vais passer pour oui, une associable, quoi, ouais, quelqu'un une qui veut pas se associable ouais. ou une fille bizarre. Soit, je le fais, mais je vais complètement me sentir mal par rapport à ma famille. Je vais Mmh. avoir l'impression d'avoir, violé les règles, enfin, Mmh. voilà, quoi. Et à un moment donné, tout ça qui s'accumulait, est-ce que tu as essayé d'en parler avec ta famille et de dire ce que tu ressentais? Ou c'était trop compliqué à ce C'était moment-là? très compliqué de discuter avec eux. Surtout que bon, mon père quand il est arrivé, en France, il avait 18 ans. OK. Donc il a pas trop connu, cette jeunesse, enfin ma mère, elle a vécu 5 ans. Donc elle a grandi en France,
Mais ses 4 frères et sœurs étaient nés là-bas, au Laos. Ils ont eu l'éducation. Donc vraiment, elle, c'était encore pire que moi, quoi. Et on va dire qu'elle a vécu tout ça avant moi. Et comme elle est restée dans cette éducation, cette culture laotienne et pas du tout française. Et en gros, elle me faisait comprendre que si elle y était arrivée, ben, je devrais y arriver aussi, quoi. En fait, toi, à ce moment-là et petit à petit dans cette première partie de vie, on te façonnait, en fait, on te projetait une vie qui était déjà toute faite, en fait, c'est ça? Plus ou moins, ça me fait mal au cœur de dire ça, par rapport à mes parents parce que je sais que quoi qu'il en soit, ils voulaient mon Mmh. bonheur et ils voulaient le meilleur pour moi. Mais c'est vrai que voilà, mon père, espérait que je fasse médecine, que je sois une grande médecin, que je fasse des études au top jusqu'au bout, que je rencontre, un mec riche et bien placé, que j'ai une vie parfaite. Je pense que tous les papas aimeraient ça pour leur fille. Mais c'est vrai que on va dire c'était vraiment le quotidien et je pense que ça, ils ne le comprendront jamais. Là, en étant plus âgée, j'ai essayé, Mmh. de leur en parler et c'est vrai que, malgré le fait qu'ils soient là depuis plus de 20 ans maintenant, ils ont travaillé ici en France, ils savent très bien comment ça se passe, la mentalité et cetera. Ouais. Mais ils peuvent pas comprendre vraiment, le décalage, en fait. Pour eux, c'est, «Non, mais on veut quand même juste ton bien», c'est pareil, mais ils vont pas comprendre que le chemin, en tout cas, en étant en France, est complètement différent de ce qu'ils m'ont inculqué comme valeur, quoi. Mmh. Je sais pas si c'est Bah, très clair, ce que je Si, dis? si, c'est très clair et puis ça fait penser un peu, à ce que, à ce que Alain avait raconté dans son épisode où en gros, malgré le fait que tu en parles d'une certaine façon là, aujourd'hui, tu sais très bien que eux, dans leur état d'esprit et dans leur tête, c'était pas du tout pour te faire du mal C'est et ça. c'était juste, pour eux, c'était le bon chemin, en fait, qu'il fallait prendre et c'est là où on voit, l'impact de ce que nous, on peut percevoir en tant qu'enfant et ce que Mmh. l'intention, des parents est au départ, quoi. Donc, Mmh. ça fait penser à ça. Après, on sent bien que tu ne leur en veux pas. Enfin, Ouais. Et puis aussi, il y avait ça s'entend. beaucoup, ce côté alors, on va dire que comment dire? En voulant suivre vraiment que ce qu'ils attendaient de moi, je me disais que c'était une façon aussi de perpétuer un peu, tu sais, notre culture. J'avais l'impression que si je leur désobéissais et si j'arrivais pas à faire vraiment comme eux, ils l'entendaient, j'avais Mmh. l'impression de les décevoir et de, comment dire, Mmh. complètement, étouffer ce côté Laos, ce côté, Mmh. taoïste et cetera. Mmh. Et j'avais un peu honte limite, enfin je me disais: «Mais non, c'est pas possible, je peux pas faire mourir, ces racines qui sont en moi, quoi». Donc Tu avais c'était la très pression par compliqué. rapport à ça? Ouais, c'est ça, c'était très Ouais. compliqué et c'est ça en fait qui était dur, c'est que en même temps, je suis tellement fière de qui je suis, des origines que j'ai, de ce que mes grands-parents ont traversé pour qu'on soit aujourd'hui là avec mes frères, avec mes cousins, mes cousines. Mmh. Ils ont tout donné, ils ont serré les dents, enfin, ils ont vécu des choses, ils sont restés des années dans des camps de réfugiés, enfin, ils ont vécu tout ça pour qu'on soit là aujourd'hui, qu'on soit bien et heureux. Je pense pas du tout que j'aurais la même vie au Laos. Et c'est ça, en fait, j'avais cette pression de garder cette fierté, de garder ces racines et de dire, ben voilà, vous avez fait ça et aujourd'hui, je vais vous rendre fière, je vais vous montrer que voilà, vous avez pas fait ça pour rien, quoi. Mmh. Ouais, je comprends et c'est vrai que oui, c'est pas facile. C'est une position qui était pas simple pour toi. Malgré tout ça, la vie, elle a continué d'avancer. On est toujours sur cette période d'adolescence. Est-ce que toi, là, on parlait de ce que tes parents et ton cercle familial projetaient un peu pour toi, Mm. avec la médecine pour ton père, c'est ce qu'il visait pour toi, d'être marié avec quelqu'un de bien placé ou autre. Mais toi, au fond de toi, est-ce que tu avais vraiment des rêves et des objectifs déjà de métier peut-être ou d'objectifs de vie qui étaient peut-être différents de cela? Bah, comme beaucoup de petites filles, je rêvais d'être vétérinaire. Après, niveau perso, niveau mari, etc. Pour moi, j'y pensais. C'est pas que j'y pensais pas, mais en gros, pour la petite histoire, le premier garçon sur lequel j'avais flashé, donc j'étais en sixième ou cinquième, donc j'avais 11 ans, 12 ans Mmh. max. Donc j'étais trop fan de lui, tout ça, machin. J'avais discuté avec une copine qui le connaissait.
Et elle a décidé d'aller lui parler un jour et lui dire: «Mais tu vois la fille là-bas, machin». Et en fait, je les ai observés de loin et je voyais que j'ai vu qu'à un moment donné, donc elle me montre du doigt et je vois que le mec, explose de rire. Mmh. Donc elle revient un peu gênée, je lui dis: «Beh, qu'est-ce qu'il a dit? Au début, il voulait pas me dire». Et donc j'ai tiré du verre du nez et en gros, sa réponse a été: «Elle là-bas, non mais elle est moche et en plus elle est chinoise». Donc on te ramène à ce que tu as, déjà, «combattu» entre guillemets sur tes années, précédentes. Voilà, donc du coup, pour moi, je me suis dit: «Bon, ben voilà, OK, ben écoute, ça, je pourrais jamais le changer». Être moche, bon, ben peut-être je suis moche pour lui, OK, mais Mmh. être chinoise apparemment, c'est pas bien. Mais malheureusement, je pourrais jamais le changer et en plus, bon, ben encore une fois, je lui disais: «Mais déjà, je suis pas chinoise». Mais bon, on va expliquer ça à un gosse de 12 ans, 13 ans. Et voilà, donc du coup, en fait, je me suis très vite arrêtée à ça et on va dire, je me suis mis un peu une coquille, quoi. Puis j'avais un peu ce côté garçon manqué vu que j'étais entourée de garçons à la maison et on va dire que j'ai laissé ce côté garçon manqué plus, se développer finalement. J'ai étouffé ce côté féminin et je me suis plus, laissée aller masculin, bon, ben voilà, de toute façon, je plairai jamais à quelqu'un donc voilà. OK. Oui, donc ça t'a quand même bien marqué et bien impacté, comme quoi, c'est des on se rend pas compte, mais enfin, on s'en rend compte plutôt, plus tard, en tant qu'adulte, mais des petites phrases, ultra blessantes comme ça, Mmh, qu'on laisse passer au quotidien, entre enfants, ben ça peut marquer une évolution et une vie, hein, ouais, parfois, parce que complètement. Mmh. ça t'a quand même fortement marqué. Au niveau scolaire, du coup, malgré tout ça, est-ce que, du coup, tu as réussi à valider, le bac, et à te projeter un peu plus ensuite sur des études supérieures, et t'amener petit à petit dans le monde professionnel? Oui, alors du coup, j'ai fait un lycée général, j'ai passé un bac S et on va dire la terminale a été très dure. Je pensais Ouais. pas, c'est là où j'ai commencé à me casser les dents un petit peu parce que j'avais eu cette facilité, de l'école maternelle à jusqu'à la première. Mmh. J'avais beaucoup de facilité et là d'un coup, le bac et cetera, la philo, enfin je sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai Mmh. validé mon bac mais j'ai pas eu de mention ni rien. Donc dans l'optique à la base de faire une école vétérinaire, j'ai pas été prise, vu que Mmh. mon dossier n'était pas assez bon. Donc j'ai décidé de passer par, la passerelle de licence en biologie cellulaire et physiopathologie, qui est à l'université Paul Sabatier, ici à Toulouse. Donc je me suis retrouvée là-bas avec, des options particulières pour essayer de passer ensuite le concours de l'école véto en candidature, pas libre, mais c'était un truc à gros veto, à l'époque, ça s'appelait comme ça. Sauf que pareil, 1re année de fac, je me suis encore plus cassé les dents, c'était encore plus dur et j'ai pas alors j'avais validé, 1 semestre sur 2 et alors déjà à la maison, ça se passait très mal parce que, mes parents comprenaient pas en fait, pourquoi, comme ça du jour au lendemain, j'y arrivais plus. Enfin et encore quand je dis j'y arrivais plus, j'avais pas 2 ou 3, enfin j'avais quand même validé un semestre. Enfin, quand j'en parlais à mon entourage, ils me disaient: «Mais attends, c'est super bien et tout» et c'est vrai que mes parents, eux, ne connaissant pas du tout ces côtés, études, ils ont jamais fait d'études, voilà. Ils Mmh. comprenaient pas en fait pourquoi, il y avait cette cassure et tout donc c'est vrai que ça a été compliqué à la maison. La gestion à la maison, mais aussi ma gestion des émotions internes parce que, moi aussi finalement je me suis sentie comme une merde quoi. Je me Mmh. disais: voilà en fait finalement tu es pas si intelligente que ça, tu vois? Tu même pas été prise en prépa véto, là tu arrives à la fac, tu valides qu'un semestre sur 2. En fait tu es une merde, tu contrôles rien du tout, enfin, tu rien pour toi, tu arrives plus à l'école, physiquement, tu moche et tu asiate. Voilà quoi, ça a Ouais. été vraiment une Ouais, là, c'est débandade, vraiment l'accumulation de tout, que tu prends pleine tête, quoi. ouais, c'est ça et j'avais OK. l'habitude un peu de contrôler, en tout cas côté, scolaire, j'avais l'habitude de contrôler, de me dire: «Bon, voilà, c'est bon, j'ai ces facilités, ça va aller et tout» et en fait, ouais, non, ça a été très dur de faire Mmh. face à cette réalité, quoi. Juste avant de poursuivre le parcours, est-ce que, avant, le monde professionnel, est-ce que déjà à ce moment-là, il y a eu un moment où, tu as senti que tu devais aller au clash un peu peut-être avec ta famille pour pouvoir, devenir vraiment toi-même? Ou c'est arrivé un peu plus tard? C'est arrivé un peu plus tard.
parce OK. que enfin, j'en avais envie en un sens, mais d'un autre côté, je me disais que ça servait à rien. Mmh. Après, bon, à la fin du lycée, j'ai perdu 20 kilos. Je portais des lunettes et je me suis mise à porter des lentilles. Et Mmh. du jour au lendemain, ça a été, je suis passée de «Tu es moche» à «Ouah, tu es trop belle». OK. Et donc ça, bon, ça m'a fait du bien, mon estime, hein. J'ai commencé à avoir des petits copains, tout ça, ça m'avait énormément changé. Et Mmh. puis je me suis mise avec quelqu'un avec qui c'était, quand même un peu sérieux. Et alors, bah, du coup, ça a été très dur, déjà pour mes parents d'accepter que, à 16 ans, j'avais un petit copain, que j'avais envie quand je rentrais du lycée, pas forcément rentrer pour faire mes devoirs ou, aller aider ma mère qui avait à l'époque un plat emporté asiatique, dans le village. Donc même ça, pour ce sujet, déjà, il y avait déjà eu des failles. D'accord. Parce que j'ai essayé de leur dire: c'est normal quoi, enfin, c'est un truc de mon âge et je vais pas rester là toute seule», mais bon, Il ils l'entendait pas. m'interdisaient quand même de sortir, voilà, ils Mmh. m'interdisaient de sortir, ils me bridaient énormément et bon, j'étais encore mineure, j'habitais encore chez eux, donc je pouvais pas faire grand-chose. Mmh. J'avoue que j'ai menti quelques fois pour pouvoir quand même passer un peu de temps avec, mon amoureux de l'époque, mais voilà, donc j'avais déjà tenté un peu, oui, c'est vrai, j'avais un peu tenté de ce clash et je voyais que ça servait à rien, donc je me suis dit: «Vis comme ça, ce sera comme ça, ils changeront pas» et puis voilà, quoi. Ouais, tu l'as accepté, mais sans trop le vouloir, mais bon, c'était un peu, Mmh, par dépit, quoi. c'est ça. Tu arrives après du coup, dans le monde professionnel, donc tu démarres par où? Puisque tu es un peu en incertitude par rapport à tes études, comment tu te sors de tout ça et comment tu entres vraiment dans la vie active? Donc du coup, j'ai validé, ma première année de licence, j'ai validé un semestre sur 2. Donc j'ai commencé à travailler chez Nike à Naïou, c'est là où on s'est rencontrés, toi et moi. À la Parfait. base, c'était un contrat étudiant, c'était pour les soldes pour le mois de juillet, il me semble. Et puis après, en fait, entre-temps, j'ai eu la réponse, enfin, c'est là où j'ai su que j'avais validé qu'un semestre sur 2 et que du coup, pendant 6 mois, j'allais rien faire, du tout. Mmh. Donc j'ai signé un contrat, à mi-temps, pendant 6 mois. Je me suis posé énormément de questions et puis d'un côté, je me disais que bon, voilà, j'avais commencé cette licence, je voulais aller jusqu'au bout. J'ai laissé un peu tomber l'histoire de veto parce que je voyais que ça allait pas fonctionner. Je me suis remise énormément en question. Mais en même temps, je me voyais pas faire autre chose parce que je m'étais jamais posé la question. Encore une fois, ça a été, une dure réalité à laquelle j'ai dû faire face, me dire: «Bon, là, tu vois, c'est ton plan, ça va pas marcher, mais il va falloir que tu trouves quelque chose et démerde-toi, mais il faut que tu trouves quelque chose». Donc Mmh. voilà, après donc je me suis dit: Je suis à la fac, je continue jusqu'au bout». Je suis partie de chez mes parents, très tôt, à 19 ans, parce OK. que la vie était compliquée là-bas. Enfin, je sentais que Il fallait partir. voilà, C'était je trop. sentais qu'il fallait partir parce que la communication n'était vraiment plus possible. Je commençais à avoir de plus en plus, plus ça avançait, plus je devenais un peu adulte, plus je voyais un peu le quotidien des autres aussi. J'avais un groupe d'amis où on est tous un peu partis, chacun de nos côtés avec des idées différentes, des projets différents. Il y a des projets dont j'avais jamais entendu parler. Je me disais: «Mais oui, en fait, tu es resté trop bloqué sur un truc». Enfin, je Mmh. commençais un petit peu à voir, ce côté-là. Je suis On t'ouvrait partie. les yeux un peu sur tout ce qui était possible, en fait. C'est ça, En dehors du microcosme qu'on t'instaurait, dans la famille, quoi. exactement. Mmh. Puis après, OK. le fait d'avoir travaillé chez Nike, après j'avais fait d'autres boulots, étudiants. Je travaillais dans une banque, j'ai travaillé, dans un restaurant. J'ai Mmh. commencé à gagner mon argent et puis je me disais: «Bon, voilà, après j'ai eu la voiture, je crois que le lendemain de mes 18 ans, j'ai passé le permis. 3 jours après, j'avais le papier. Enfin, j'ai pu commencer à bouger, j'ai pu commencer à être un peu plus autonome. Je suis partie de chez mes parents, j'ai voulu finir ma licence. Sauf qu'entre-temps, après je suis passée en L2 du coup. Donc j'ai arrêté chez Nike. On m'avait proposé de continuer en contrat étudiant, mais ça valait pas le coup, c'était trop loin. J'avais pris un appartement, à Jeanne d'Arc, dans le centre-ville, vraiment centre, hyper centre de Toulouse. Mmh. Donc je suis passée en L2, j'ai commencé un autre boulot, en centre-ville, dans un fast-food, thaïlandais. J'ai participé à l'ouverture de ce restaurant-là, tout ça et puis, je travaillais, je crois 15 heures par semaine là-bas et puis à un moment donné, j'avais mon appartement centre-ville, j'étais en licence et je travaillais et du coup, j'avais plus du tout enfin, je voyais plus du tout mes parents, ma famille et puis un Mmh. jour, mon père, m'a dit: «Oui, écoute ma fille, ça suffit, nous, ça se passe pas comme ça chez nous. Ce que je te propose, c'est d'arrêter de travailler. Je te paye le loyer
Et puis comme ça, tu peux te concentrer sur la fac et tu finis tes études et je m'occupe de ton loyer et voilà. Donc je me OK. suis retrouvée dans une situation où, encore une fois, pression. Je pense que ça va être le maître mot de cette conversation. Mmh. Pression parce que c'était, soit j'accepte pas et pression de valider quoi, de valider cette licence, la responsabilité, ouais, je vais y arriver, je vais continuer de travailler, je vais valider cette année et la pression de si j'accepte, mais là, pas le choix, il va me payer le loyer, je vais pas avoir le choix de valider cette De licence, enfin réussir, voilà ouais. quoi, donc du coup, Quel âge tu as à ce moment-là? je devais avoir, 21 ans. Oui, donc c'est à peine 2 ans après le premier gros déclic, la première grosse décision, que tu as prise qui est de partir du cercle familial C'est ça. et tu te dis, «Sur ces 2 années, je découvre le monde, d'autres cultures, d'autres choses possibles» et 2 ans plus tard, du coup, ton père revient Ouais, en te remettant un peu, sous cette coupelle de, la culture que tu as, c'est ça. Donc bon, j'ai fini par accepter, la proposition parce que je me suis dit, «Tant qu'à faire, le moins pire, ça va être d'accepter». Mmh. Donc j'ai accepté et puis tu vois, on parle de mot pour mot. Quelques mois après, je me suis bloqué le dos. Comme ça, du jour au lendemain, j'étais assise à la fac en train de manger entre 2 cours et entre midi et 2 et en me relevant, je suis restée vraiment bloquée à 90°, impossible de me redresser, vraiment, affreux. Mmh. Donc j'ai vu, 3-4 rhumatologues, la médecine du sport, j'ai vu plein de professionnels qui Mmh. ne voyaient rien d'autre qu'une discopathie. Donc c'est juste, des disques qui sont, un peu trop, pincés. J'ai été sous tout sortes de médicaments, enfin ça a été compliqué. J'ai eu 2 injections d'infiltration, ça a été très compliqué, donc je suis restée dans cette situation pendant presque 3 ans. Donc j'ai été reconnue étudiante handicapée, donc ça m'a fait, redoubler, parce que du OK. coup après Nike, j'ai repassé la L1. Là, j'ai passé la L2 et au moment où j'allais valider et tout machin, en fait, mon père m'a fait cet ultimatum. Je me suis bloqué le dos et donc du coup, j'ai pas pu assister au dernier cours, j'ai pas pu aller au truc, donc du coup, ça m'a fait redoubler la L2. Comment il l'a pris ça, ton père et ta famille? Ils l'ont pris comment le fait que du coup, tu sois dans l'incapacité en fait, hein, juste de pouvoir te présenter? J'étais dans mon appartement et alors eux, ils voulaient que je rentre, mais j'ai refusé. OK. Donc je sais qu'ils l'ont très mal vécu, mais justement, je savais que si je rentrais, j'allais le vivre encore plus mal. Donc voilà. Après, ça a été dur pendant plusieurs mois, mais j'ai très vite fait les choses pour être reconnue étudiante handicapée. Donc j'ai continué la fac et on va dire que ça a été un petit peu pas la carotte, mais voilà, ça a été un peu l'excuse pour leur dire: «Ben non, je dois rester ici, à Jeanne d'Arc parce que je vais quand même aller au TP». Donc j'étais dans le scientifique, donc j'avais beaucoup de TP pratiques, des travaux Ouais. pratiques, pardon. Donc ça a été un peu ouais, l'excuse, bon, je suis reconnue étudiante handicapée, mais il faut quand même que je me rende aux évaluations, au TP, machin, donc voilà. C'est passé Mmh. un petit peu comme ça. Après, psychologiquement, ça a été dur de voir un papier étudiante handicapée, j'avoue. Mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai continué. J'avais kiné 3 fois par semaine. J'ai fait de la balnéothérapie, de la musculation, des électrodes, enfin je suis passée par un peu tout, les Mmh. infiltrations, tout ça. J'ai fini par m'en sortir, plus ou moins, à la validation de ma licence, donc en L3, que j'ai faite en une année celle-là finalement. Après donc j'ai demandé un master en neurologie. Sauf que, encore une fois, cassage de dents, j'ai été, mise sur liste d'attente et refusée sur les autres. J'avais fait, plusieurs demandes et donc j'avais été refusée sur toutes sauf une où j'étais sur liste d'attente. Entre-temps, j'avais fait un stage, dans un laboratoire pour me dire: «Bon, vas-y, je vais mettre toutes les chances de mon côté» et cetera, et il se trouvait que le responsable du master sur lequel j'étais sur liste d'attente, travaillait dans ce labo-là. Et j'étais allée le voir du coup, pour lui expliquer ma situation, tout ça, parce que je savais que c'était beaucoup sur, dossier. Je voulais vraiment appuyer sur le fait que, voilà, si j'avais validé ma licence en 5 ans au lieu de 3, c'était par rapport à mon handicap. Bon, la première année, OK, mais après par rapport à la L2 et tout, c'était par rapport à mon dos, tout ça. Il m'avait dit: «T'inquiète pas, je pense que ça va aller», tout ça. Enfin, il m'a tenue plusieurs mois comme ça et finalement, j'ai jamais été rappelée. Donc encore une grosse déception. Là, je me suis remise en question de fou. Mmh. Mais en fait, qu'est-ce que tu fous là? Voilà, tu as voulu continuer cette licence, il s'est passé ce qui s'est passé, tu l'as faite en 5 ans au lieu de 3 ans.
Du coup, je sais plus quel âge j'avais, 24 ans, je sais plus. Et je me disais, mais putain, t'as fait tout ça. Et en fait, ben voilà, quoi, tu contrôles rien du tout. C'est ton père qui te paye le loyer. T'as pas validé, enfin, t'as mis du temps à valider ta licence. Là, le master, personne te veut. Franchement, ça a été très, très dur. Oui, c'est une accumulation, encore une Ouais, fois, et de puis plein mes de choses. parents, du coup, bah, déception de mes parents, limite j'avais honte d'aller les voir parce que mon père, il avait pris sa décision de me payer ce loyer pour mettre toutes les chances de mon côté et tout, et au final, j'ai l'impression d'avoir fait que de la merde, enfin, d'avoir fait perdre du Mmh. temps, de l'argent, de les avoir fait pleurer pour rien parce que je sais qu'ils ont, enfin, ça, ils me l'ont reproché plusieurs fois. Ils m'ont dit, tu sais ce que tu nous fais vivre, tu nous en fais pleurer, on n'en dort pas, enfin, tu vois, Presque culpabilisé, quoi. ouais, limite, c'était ça, quoi. Donc, du coup, c'était très dur. Après, du coup, on m'a dit, ben, essaye de faire des stages, trouve un travail qui peut renforcer ton dossier pour faire une demande pour le master l'année d'après. Et donc, pendant bien 6 mois, j'ai demandé des stages partout, mais on me disait, ben non, si vous n'êtes pas inscrite dans un lycée ou dans une fac ou quoi que ce soit, ben, on peut pas vous faire de convention De de stage, donc convention. c'est pas Mmh. possible. Après, quand je postulais pour des boulots, c'était non, vous avez pas d'expérience, une licence, ça vous a rien apporté, enfin voilà. Dans tout ce que Ou tu nous alors, racontes, je te coupe, Émilie, mais depuis le début du coup de l'épisode, c'est vrai que tu as subi constamment ben, soit une pression, soit un moment où tu sors la tête de l'eau, ben, on te renfonce la tête sous l'eau. À aucun moment tu t'es dit, franchement, c'est stop, quoi, j'en peux plus en fait. J'en peux plus. ben, Est-ce que vraiment il y a des moments où tu t'es posé et tu t'es dit, je lâche tout? franchement, j'en avais envie, mais j'étais encore beaucoup dans ce truc, non, serre les dents, il faut pas que tu les déçoives encore plus. Hmm. Pour moi, là, si j'avais pris cette décision de, allez, j'envoie tout chier, je sais pas, je fais quelques mois comme ça, sans rien, je réfléchis. Pour moi, c'était comme si, ouais, Tu j'allais cassais. achever mes Ouais, parents, quoi, tu vois. ouais, ok. Vraiment, puisqu'en Ok. plus, les pauvres, ils ont été jugés aussi par la famille. Mon père a Hmm. été jugé par mes oncles et tantes qui leur faisaient des réflexions, genre, mais qu'est-ce que tu fais? Tu payes le loyer à ta fille, mais n'importe quoi. Mais moi, j'aurais jamais fait ça, j'aurais jamais accepté ça pour mes propres enfants. C'est pas comme ça que tu lui apprends la vie. Elle va pas comprendre. Enfin, tu vois, je sais que pour eux aussi, c'était compliqué, tu vois. Hmm. Et je sais que pour eux, c'était déjà énorme comme concession, tu vois, de m'avoir laissé partir, entre guillemets, et de faire ça. Hmm. C'était énorme pour eux, tu vois. Donc, pour moi, c'était impossible que je reste comme ça. Après tout ça, c'était impossible. Et derrière, du coup, tous ces mois où tu batailles, où il y a cette reconnaissance du statut d'étudiant handicapé, il y a cette recherche de stage pour essayer de te sortir de ce monde professionnel et d'y rentrer, même presque plus que d'en sortir. Mm. Euh, L'éclaircie, elle vient où? Est-ce qu'il y avait des moments quand même où, à côté de toutes ces difficultés, il y avait des moments juste pour toi qui te faisaient du bien? J'ai repris la danse Mhm. parce que du coup, bon, j'ai commencé la danse. Je faisais du breakdance. Ben, j'ai commencé le breakdance à 10 ans. Et donc, j'en avais fait pendant 6 ans. J'avais arrêté parce que je rentrais au lycée. Et ben, tu vois, déjà, je rentrais au lycée. Mes parents me disaient, ben non, le mercredi après-midi, il faudrait que tu révises. T'auras plus le temps d'aller à la danse. Enfin, tu vois, c'était des trucs comme ça. Mhm. Bref, du coup, j'ai repris la danse. Ça m'avait fait du bien. Et on va dire que mon exutoire était ça. Comment tu arrives à un moment donné à te raccrocher vraiment à ce qu'il y a au fond de toi et à te dire, ben, le positif, ça va être petit à petit, ça va être des petites victoires en petites victoires et tu relèves la pente en fait. Comment t'arrives au niveau professionnel à relever la pente? Ben, pour le coup, ça a été grâce à une amie de l'époque qui, elle, était en master. Elle a fait un stage à l'Oncopole. Mhm. Et elle m'a dit, donc elle savait que je cherchais un boulot, que j'étais un peu perdue. En fait, elle a entendu parler au laboratoire qui cherchait quelqu'un pour travailler donc dans ce que je fais actuellement dans le centre de recherche fonctionnelle de l'Oncopole. Elle a fait passer mon CV. J'ai eu un entretien très rapidement puisqu'ils étaient en galère, voilà. Et Ok. j'ai découvert un métier que je ne connaissais, mais pas du tout. Et on va dire que, en fait, ça m'est un petit peu tombé dessus. Vraiment,
Tu t'y attendais pas. j'ai pas eu, ouais, ce moment où genre: «Allez, c'est bon maintenant, vas-y». C'est vraiment j'étais en mode, vraiment, dépression quoi, limite et ça m'est tombé dessus comme ça du jour au lendemain. J'ai découvert ce métier, j'ai découvert une nouvelle façon d'évoluer dans la vie professionnelle parce que c'est vrai qu'à la fac, on nous parle beaucoup du master après la licence, puis après faire une thèse, passer un doctorat, puis après faire un postdoc, et cetera. Mmh. Et donc, j'étais un peu bloquée aussi sur ça. Et finalement, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont parlé de BTS, qu'eux étaient passés par un BTS de 2 ans. Enfin, j'ai découvert un autre monde, on va dire. J'ai vraiment découvert que je pouvais évoluer vraiment autrement, que je pouvais Mmh. commencer de bas de l'échelle et professionnellement évoluer année par année en travaillant et pas forcément se tuer à la tâche en faisant des études, avoir un bac Mmh. plus 5 sur le CV, enfin voilà. Oui, donc à ce moment-là, du coup, tu commences à découvrir la possibilité d'évoluer, professionnellement grâce, à la mutation en interne, à l'évolution en interne, en franchissant les étapes les unes après les autres, en faisant tes preuves. C'est ça. Est-ce que dans ce monde professionnel, à ce moment-là où tu rentres, à l'Oncopole, est-ce que tout s'est très bien déroulé? Ou est-ce qu'il y a eu aussi, à ce moment-là, des moments où forcément on te ramène à des difficultés? Et beh, bizarrement, ça s'est trop bien passé. Alors en plus, il y a eu la période du covid. J'avais oublié Oui, cette partie-là et en fait, j'ai été recrutée en avril, 2020. Donc vraiment, on était en période de confinement. En fait, j'avais ouais. passé l'entretien, début mars, vraiment, ou fin février, début mars, donc avant le confinement. Et là, on m'avait dit: «Beh, c'est bon, vous êtes prise, vous allez commencer, 1er avril». Et en fait, entre-temps, on s'est fait confiner et cetera. Et malgré tout, on m'a appelée pour me dire: «Mais quand même, on vous prend quand même, venez quand même, on vous fera des attestations de déplacement et puis en plus, ce sera super parce que, bah, du coup, on pourra prendre plus de temps pour, bien vous former vu que c'est dans une situation particulière, il y aura personne», tout ça. Mmh. Donc franchement, ça s'est super bien déroulé. Je suis arrivée dans une équipe, super bienveillante, voilà. Et puis j'ai découvert un métier qui alliait un peu mes 2 «passions» entre guillemets. Donc j'étais avec les animaux, bien-être animaux et en même temps Mmh. recherche, médicale, santé. Donc Mmh. vraiment j'avais l'impression d'être dans un rêve. En plus de ça, donc mon employeur c'est, l'INSERM et donc un truc public, voilà, très reconnu. Et mes parents, quand ils ont su que c'était l'INSERM, pour eux, ça a été aussi, un soulagement. Une réussite, quoi. Une Tu réussite, arrivais, voilà, ouais. pour eux, c'était: «Ah beh, enfin, voilà, c'est pas rien, c'est connu». Puis, donc, ça s'est très bien passé et c'est là où je me suis dit: «OK, beh, peut-être que, voilà, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est que, voilà, ça devait se passer comme ça et peut-être que là, ça y est, aujourd'hui, j'ai trouvé un truc qui puisse, me faire m'épanouir un peu comme je veux, quoi». J'ai évolué, là, c'est maintenant, ça fait un peu plus de 5 ans que j'y suis et j'ai pu évoluer, très rapidement, on m'a formée très rapidement, avec bienveillance et cetera. Et Mmh. j'aurais jamais pensé passer de technicienne à assistante ingénieure au bout de 2 ans. Et aujourd'hui, je suis responsable adjointe du service, j'ai énormément de responsabilités. J'ai participé à des colloques internationaux, j'ai participé à des écritures d'articles. Enfin, au niveau Ça va mieux. professionnel, en tout cas, je suis plutôt fière. Oui, parce que tu parles au niveau professionnel, on va pas s'éterniser après sur, tout le personnel, mais il faut savoir en fil rouge de tout ça, il y a eu aussi des décisions à prendre sur l'aspect, personnel. Ouais, Des grosses décisions. Tu avais une relation du coup, qui était là depuis longtemps, hein, depuis pas mal d'années, puisque si je me rappelle bien que tu étais avec, une personne que tu as, je crois quitté, puis ensuite tu as eu une longue relation avec une autre personne oui. et ça du coup, cette relation-là au final, elle s'est terminée il y a peu aussi et ça a pas été facile à vivre. Non, c'est vrai que donc comme tu dis donc la personne avec qui j'étais au début chez Nike, bon je l'ai quittée, bon on était jeunes et cetera, voilà. Et puis au courant de ma fac, j'ai rencontré une autre, personne avec qui je suis restée, presque 10 ans. On va dire que, bah, du coup, dans un premier temps, il était plus âgé que moi, il avait 7 ans de plus que moi et on va dire que la petite fille au fond de moi se disait: «OK, il est plus vieux, il est plus mature et ça va être bien pour mes parents. Ils vont se dire que voilà, ça va être quelqu'un de bien placé dans la vie», voilà.
Tu vas encore cocher une case, de ton père, quoi. Un petit peu. Bon, au final, il s'est avéré qu'il était complètement, à l'opposé de ma culture, de ma religion, de mon éducation et ça a été très, très, OK, très, très compliqué de le faire rentrer dans la famille. OK. Donc même ça a été, un peu des fights, et puis même, choc des cultures, pareil, il y avait des choses où pour lui c'était normal quand je l'amenais chez mes parents, chez ma famille, pour lui il y avait des comportements complètement normaux, ou des façons de parler aux aînés, pour lui il parlait juste à des personnes quoi et moi j'étais choquée parce que je me dis: «Mais attends, mais tu viens de regarder mon grand-oncle dans les yeux, tu viens de lui passer devant», enfin, il me disait: «Bah oui, c'est une personne comme une autre» et j'étais là: «Mais non!» On Mmh. s'embrouillait, on s'était embrouillés plusieurs fois, on se dit: «Mais non, mais attends, mais tu te rends pas compte, le respect quand tu passes devant une personne âgée, chez nous on baisse la tête, enfin, tu regardes pas Mmh. vraiment dans les yeux, ça a été très compliqué donc de lui Mmh. faire comprendre ça et de le faire accepter à ma famille. Au bout de quelques années, bon, je pense ils se sont dit qu'ils n'avaient pas eu trop de choix. Les années sont passées et je me disais: «Ben voilà, ma famille a quand même fait énormément d'efforts pour l'accepter». Lui aussi, il a fait quand même pas mal d'efforts pour, comprendre un petit peu ma façon de vivre, mes origines, mes racines, ma façon de penser, tout ça, mes petits trucs, quoi. Et en fait, plus ça allait et plus je voyais que comment dire? Dès le départ, j'ai su qu'on était très, 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 très différents, lui et moi. Mais je Mmh. me disais que ça pouvait passer, tu vois? Comme on dit, les opposés s'attirent, et puis on va évoluer ensemble, voilà et en fait, toutes les choses qui pour moi étaient dingues, ils ne me correspondaient pas du tout. Au final, je me disais: «Beh, c'est parce que c'est toi qui a été éduqué d'une certaine façon, donc c'est toi qui pense que les choses sont pas normales et tout, mais dis Tu rien, te passe voyais comme le au-dessus». problème, quoi. Voilà, je me disais: «Beh, c'est toi, c'est parce que c'est toi, tu as été éduqué différemment, donc c'est pour toi, c'est pas normal, mais pour tous les autres, ça doit être normal» et donc du coup, Mmh. en fait, on va dire que toutes les choses qui allaient pas, j'essayais de lui en parler déjà dans un premier temps et lui, en gros, en fait, il me confirmait un petit peu ce que je pensais. Il me disait: «Non, Mmh. mais en fait, chez moi, c'est normal, enfin voilà, vous, chez vous, c'est un peu rigide et tout, mais voilà, mais sinon, c'est quelque chose de normal». Donc du coup, ça me faisait encore plus, étouffer ce que je pensais, ce que je ressentais, quoi. Et puis là, ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui sont remontées au niveau, personnel, psychologique. Je pense que la boule de colère qui est née, dès les premiers jours de ma vie, comme on en a parlé tout à l'heure, je pense qu'elle a explosé vraiment, c'était que, bah, ces dernières années où, là, on parlait avec, donc, mon ex, on parlait de faire des enfants et en fait, c'était au moment où je me suis dit: «Bon, ben là, je vais arrêter la pilule, je vais faire un enfant. Est-ce que je veux vraiment l'accueillir là, maintenant, comme ça, enfin, dans cette, situation, dans ce couple, dans ce truc?» Mmh. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, mais non, pas du tout, en fait. C'est là où vraiment tout est remonté, où toute ma colère, tous les questionnements, tous les trucs sont remontés. Entre-temps, il y a eu beaucoup d'histoires de famille aussi. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais il y a des choses aussi dans mon adolescence qui se sont passées en interne dans la famille, qui, pour moi, étaient graves, mais pour, la communauté, pour la famille, c'était des sujets, dont il ne fallait pas parler, des sujets tabous, et cetera. Et même si Mmh. j'avais essayé d'en parler, on a fait comme si, enfin, on m'a dit: «C'est pas grave, dis rien, encore une fois, dis rien, c'est pas grave, dis rien». Et en OK. fait, je Et pense que, là, au terme de ma vie où je me dis: «Bon, ben, voilà, là, je suis en train de passer un concours pour être titulaire enfin, au sein de l'INSERM, dans la structure dans laquelle je suis actuellement». Je mmh. commençais à penser enfant et cetera et je ne saurais pourquoi l'expliquer, mais tout a explosé, tout est remonté et j'ai dit merde à tout. J'ai coupé les ponts avec mes parents pendant 2 mois, ça n'était jamais arrivé, même avec mes frères, avec ma famille. J'avais quitté dans un premier temps, la personne avec qui j'étais. C'est la première fois, donc je pense ça a été il y a 2 ans maintenant, je pense, où vraiment j'ai coupé les ponts avec mes parents, j'ai quitté, la personne avec qui j'étais au moment et je me suis dit: «Là, concentre-toi sur toi, écris, sors tout et essaye de ouais, de faire enfin ce que tu as envie de faire, quoi». Il fallait que tu te ressentes sur toi. C'est juste, en fait, cette accumulation de choses et surtout cette fameuse question par rapport à ta relation où est-ce que je vais vraiment faire un enfant?
dans cette situation et voilà tout ce que ça engage. On a parlé paternité, maternité sur les derniers épisodes et sur pas mal d'épisodes. Là, tu as pris conscience que c'était pas du tout le bon cocktail pour pouvoir le Non, faire voilà, et je me sentais vraiment pas du tout en phase avec moi-même. Et c'est vrai que toute ma vie, j'ai fait des choses en fonction un petit peu de mes parents, en fonction de la vision qu'on pouvait avoir de moi, de ma situation. Et c'est vrai que là, pour la première fois, je me suis sentie vraiment pas du tout bien, pas du tout en phase avec moi-même. Et je me disais, ben non, je veux pas avoir mon enfant, je veux qu'il soit heureux, je veux qu'il ait une Mm. mère qui soit bien, qui soit heureuse, qui soit saine d'esprit. Et je me sentais même pas du tout saine d'esprit, quoi. Du coup, j'ai pas tenu très longtemps finalement parce que en écrivant, etc., en écrivant, dans un sens, ça m'a fait du bien et dans un autre sens, j'ai la petite fille qui est revenue Mm. et je me suis dit, mais en fait, là, tu pètes un câble pour rien. Tu pètes un câble pour rien, regarde tout ce que t'as finalement, t'as un appart, t'as un travail, tes parents sont en bonne santé, le mec avec qui tu es, au final, il t'aime, et puis en même temps, il m'envoyait des messages, il me faisait des promesses, comme quoi il avait tout compris, qu'il allait changer ce qu'il devait changer, que Mm. machin. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, ben, ok, et je suis un peu revenue comme avant. Mais malgré tout, à un moment donné, tu as dit stop et tu t'es dit que la meilleure des décisions, si on continue sur le cheminement que tu étais en train de faire sur toi-même, la meilleure des décisions pour que tu t'en sortes et que tu ailles mieux et que tu avances, c'était la séparation. Ouais, j'ai tenu encore un an et donc je suis revenue avec lui. Et un an après, ben là, je me suis dit, bah non, c'est mort, quoi. Enfin, Mm. j'en peux plus. Ça a été une décision difficile à prendre. En plus, c'est le parrain de mon neveu. Donc, il y avait aussi cette pression, encore une fois, de la famille qui me disait, mais t'imagines, ton neveu, que ça allait être difficile pour lui, tout ça. Et puis, on m'a dit plusieurs fois, non, mais t'imagines tous les efforts qu'on a fait pour l'accepter. Mm. Tu nous as embrouillés pour l'accepter et aujourd'hui, ben, tu nous demandes de l'oublier comme ça, c'est pas possible. Ça a été aussi Mm. compliqué. Alors que je leur disais, mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais complètement malheureuse, tu vois, je leur disais ça. Et même ça, des fois, mon entourage me disait, oui, ok, mais t'aurais peut-être dû agir avant, ou est-ce que t'es bien sûr, ou est-ce que, enfin, voilà. Mais au final, Mm. aujourd'hui, T'as j'assume mes avancé. choix. Voilà, j'assume mes Mm. choix pour la première fois en 29 ans. Et pour la première fois, ben, j'ose leur dire, ben, ouais, c'est comme ça, et puis tant pis. Je suis Mm. désolée. Pour mon neveu, je suis désolée. Mais voilà, là, c'est ma vie, c'est la vie de mes futurs enfants. Et voilà. Alors, on peut résumer en disant que en soi, tout ce que tu as vécu ce moment où vous êtes séparés avec lui et là maintenant où vous êtes retrouvés, en fait, le destin a fait que tu devais vivre ce que tu as vécu Ouais, pour qu'à l'heure actuelle, tu sois épanoui professionnellement, que tu aies renoué des liens familiaux qui soient beaucoup plus sains, oui. et puis aussi derrière que tu te sois aligné avec ce que toi tu avais vraiment tout au fond de toi et avoir des projets plus sains. Oui, c'est ça. Bah, pour être honnête, j'ai fait une dépression l'année dernière, une très grosse dépression, donc Mm. sous cachet, et cetera. J'ai fait une TS, De tentative de suicide pour ceux qui se demandent. voilà. Et je pense que, malheureusement, ça a été un événement qui a montré à ma famille que j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Mm. Donc et je pense que, enfin, j'ai l'impression en tout cas qu'aujourd'hui, ils m'acceptent beaucoup plus et ils sont beaucoup plus, ouverts quand j'essaye de leur expliquer quelque chose parce que malheureusement, voilà, ils ont vu que je me sentais pas que, et en fait, j'ai fait cette tentative parce que justement, j'étais arrivée au point où j'avais l'impression d'être comprise par personne, que moi-même, je Mm. ne me comprenais plus, que en fait, que peu importe ce que j'allais faire, au final, que j'allais avoir toujours une certaine pression au-dessus de ma tête, que quoi qu'il arrive, j'allais toujours décevoir ma famille ou décevoir mon entourage ou voilà. Mm. Et voilà, donc il a fallu que je passe par ça pour qu'au final, aujourd'hui, je me dise, ben non, c'est OK de penser ce que je pense, c'est OK d'avoir envie de quitter quelqu'un, même si ça fait presque 10 ans. C'est OK de contredire ses parents. C'est pas parce que je les contredis que je les aime pas. Et même ça, tu vois, au moment donné, je me suis dit, ben fuck, en fait, j'ai envie et je vais me laisser aller. Et si ça marche pas, ben ça marche pas. Et si ça marche, ben tant mieux, quoi. Donc voilà, et puis au final, je me sens beaucoup plus moi-même aujourd'hui, quoi. Et puis c'est vrai que ça m'a aidé, tous ces événements m'ont aidé
à parler plus facilement aussi. De vraiment dire ce que je pense au moment où je le pense, avec diplomatie bien sûr. Et voilà, et vraiment m'écouter. Si j'ai vraiment appris une chose là, c'est il faut s'écouter quoi. Tu vois, si je me dis Mmh. si j'avais pu refaire quelque chose, par exemple dans ma relation que j'ai eue, la relation de 10 ans, c'était vraiment m'écouter dès le départ. Quand j'ai senti que on était vraiment trop à l'opposé et qu'il y avait trop de choses qui me dérangeaient, j'aurais dû Mmh. m'écouter déjà à ce moment-là. Et qu'est-ce qui t'a aidé, du coup, à tenir toutes ces années, selon toi, avec le recul et en reparlant? Je saurais même pas te répondre. Vraiment, C'est un truc qui est c'est plus fort que toi, tu penses? Quelque chose qui ouais. est Je pense que quelque part, il y a toujours aussi, bah, mes parents, je les aime, c'est mmh, mon père, c'est mon roi, ma mère, c'est ma reine. Et je pense que malgré tout ça, bah, tu vois, au fond, je me disais, mais en fait, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, enfin, tu peux pas te laisser aller, quoi, enfin, tu peux pas les laisser comme ça, quoi. Et mmh, ça rejoint ce que je disais un peu plus tôt, c'est aussi beaucoup mes grands-parents. Donc aujourd'hui, ils sont plus là. Mais mes grands-parents, je sais que bah, tout ce qu'ils ont fait, tu vois, ils ont quitté leur pays, ils ont traversé le Mékong à la nage pour fuir la guerre à l'époque. Ils ont passé des années dans des camps de réfugiés. Ils ont vécu plusieurs années ici en France. Mon père, quand il est arrivé, il avait 18 ans et ils l'ont fait mmh, rajeunir de 6 ans sur les papiers pour qu'il puisse aller au collège et apprendre à parler le français. Donc aujourd'hui, tu vois, par OK. exemple, il a 60 ans passés, mais sur les papiers, il n'en a que 55. Ouais, d'accord. Et tu vois, par exemple, je sais que là, il serre les dents, il est censé être à la retraite, son corps ne tient plus, mais il a fait tout ça pour qu'aujourd'hui, avec mes frères, on soit bien, on parle français, on a un travail, tu vois, on ait des toits sur nos têtes. Et je pense que malgré tout, c'est cette fierté familiale, enfin fierté plus pas culturelle, mais Mmh. c'est mes Mais c'est ça, racines. hein. C'est mes racines. C'est Vraiment, ouais, je pense que c'est ça. C'est mmh. C'est ce que continuer j'allais te là. dire, Ouais. ouais, c'est ce que j'allais te dire en fait en t'écoutant et en guise de conclusion, c'est que on a démarré cet épisode en ciblant surtout sur les mots que tu avais dans cette culture familiale et dans cette religion. Au final, en fait, ce qui t'a fait tenir pendant ces 29 ans et qui te permet d'être là où tu es aujourd'hui, ben, c'est justement cette religion-là aussi, cette culture en fait. Mm. T'as pas voulu lâcher, Non, même si ça a été dur. Et c'est ce qui t'a maintenu à flot constamment, sans que parfois tu le saches et que tu le comprennes. Et maintenant, tu le vois avec le recul. c'est ça. Émilie, avant de conclure, qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui sont actuellement victimes de racisme ou qui sont, mises à l'écart par rapport à leurs origines culturelles? Déjà, répondez. Arrêtez de ne rien dire. Parce que justement, je pense que la génération de nos parents ont trop fait ça. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. C'est pour ça je pense à ma génération moi actuelle. C'est pour ça qu'on a vécu ça en fait toute notre enfance. C'est parce que nos parents, des générations d'avant, n'ont rien dit. Donc je pense que Mm, c'est à nous aujourd'hui de vraiment assumer nos racines et assumer que oui, ben non, comme les autres sortes de racisme, et ben oui, non, on râle. Non, on n'est pas content. Non, c'est pas correct. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Et surtout, mm. écoutez-vous, ayez confiance en vous et on est des personnes comme des autres et voilà. Et de quoi t'es la plus fière en racontant ce parcours avec le recul? D'avoir réussi à me remettre sur pied après tous les petits cassages de dents là. En fait, tout Mm, simplement d'avoir grandi, en fait. D'avoir pu, malgré tous les événements que j'ai pu traverser, être arrivée aujourd'hui à me dire, ben voilà, tant pis, ben, ce qui devait arriver est arrivé, c'était pas pour rien. mm. C'est pas tout est tracé, mais la vie est faite pour que aujourd'hui mes expériences me servent au quotidien, quoi, on va dire. Mmh. Ça t'a renforcé. Tout ça t'a Exactement, renforcé. exactement. Parfait. Ben écoute, Émilie, merci 1000 fois pour,
le souci de tous les détails que tu nous as dit, la transparence. Ça a pris du temps cet épisode, hein, mais tu Beaucoup l'as de fait temps. et quand tu l'as fait, t'as pas fait semblant. Et je sais que ça fait remonter beaucoup de choses aussi. Et franchement, c'est encore plus beau de savoir que tu as franchi le cap. Donc, j'ai qu'à te remercier 1000 fois pour tout ça, en tout cas. Mais merci à toi de croire en moi plus que je crois moi en moi. Et bon, comme je te disais, c'est très flatteur et merci d'être cette personne aussi et de laisser aux gens l'opportunité de se livrer. Et puis si ça peut aider des gens, ben alors j'en serai très heureuse. Et je pense que ça trouvera sa cible et effectivement, ton parcours va inspirer beaucoup et en tout cas, ça force le respect au vu de tout ce que tu as vécu. Merci Émilie, on se retrouvera dans quelques semaines à la fin de cet épisode. Du coup, je peux pas vous dire quand, puisque il y aura potentiellement des vacances pour mot à la suite de cet épisode. Donc, on se retrouvera en tout cas, ce qui est sur début septembre, pour la suite et potentiellement sur un épisode fin août, mais que je me laisse encore en suspens après ces 6 premiers mois qui ont été une belle réussite pour mon podcast, grâce à vous tous. Et très content en tout cas d'avoir pu grandir comme j'ai pu le faire sur ces 6 premiers mois, et plein de projets arrivent pour la suite. Émilie, je te remercie 1000 fois pour la suite. On se revoit très vite, hein, parce que bon, c'est bien de parler en visio, mais bon, C'est ça. il faut quand même qu'on se revoie quand même en réel. Merci à toi, bonne soirée, bonne écoute à tout le monde, continuez à partager et à relayer ces discours, ces épisodes et le podcast sur les plateformes de streaming et sur les réseaux sociaux. Et puis rendez-vous dans quelques semaines. Ciao, ciao Émilie, bonne Ciao, soirée à ciao, toi. merci. Ciao, ciao.